des sujets qui peuvent être sensibles, donc il y a un énoncé d'accessibilité. Il y a aussi des gens disponibles pour le soutien psychologique. Donc je vais commencer par vous parler du docteur Alarewahu ou GB, comme on lui dit, comme on le dit. Il est résident en deuxième année de l'Université de Colombie-Britannique. Depuis une dizaine d'années, on s'est croisés sur les enjeux de santé et il n'a fait que grandir et être de plus en plus incroyable dans ses actions. Il a soutenu ici à Vancouver en travaillant avec des organisations de SLGBTIK, notamment Youth Achieve et Help Society du centre communautaire de CBRC. Il a travaillé comme coordinateur à Vancouver pour les études Momentum et Engage. Pendant sa formation, il a été le premier président de l'Association des étudiants en médecine noire du Canada, où il a plaidé avec succès pour une réforme de l'enseignement médical dans les domaines de l'admission du programme d'études et responsabilités. Le docteur Alewahu se considère comme un activiste universitaire et son travail se concentre actuellement sur les expériences des étudiants et étudiantes en médecine noire au Canada, sur l'impact de la stigmatisation du VIH sur les femmes immigrées et sur les façons dont la médecine basée sur la race a un impact sur les résultats de la santé en tant que collaborateur de la coalition Canada-États-Unis pour mettre fin à la correction raciale dans les soins de santé. En tant que migrant noir homosexuel, ses principes et motivations en matière de santé publique sont la promotion et la protection de la santé des gens qui ont été poussés aux marges de la société. Alors, JB, c'est à vous, le micro est à vous. Waouh, incroyable. Ça me rappelle mon cours d'épidémiologie à Guelph dans le temps. Ah, c'est tellement génial d'être ici avec vous, avec des amis, avec des anciens collègues, des nouveaux collègues. Je pense que ça fait depuis 2019 ou 2018 que je n'ai pas été dans des sommets. Et quand on m'a demandé, je me suis dit, est-ce que je vais faire ça? Ça fait très longtemps que je n'ai pas été avec autant de gens et je ne sais pas tellement qu'est-ce que j'ai à vous apporter. Mais dans les 6 dernières semaines, je me suis préparée. Ce que voient les gens en premier quand j'arrive dans un lieu, c'est la question de mon expérience en tant que queer, noir et migrant. Et faire la relation avec ce sujet de vigilance et justice. Donc, je vais vous parler beaucoup de choses que peut-être vous n'avez pas semblé pertinent au début, mais peut-être le seront finalement, en parlant de vigilance et justice intersectionnelle dans la recherche et la défense des droits. Donc, tout d'abord, il faut reconnaître les effets d'oppression croisés sur l'accès aux soins de santé pour les communautés marginalisées de SLGBTQIA+. Il faut aussi parler du problème des inclusions de façades qui peuvent faire plus de dommages. Et finalement, je voudrais vous laisser partir avec quelques stratégies et des ressources qui vous permettent d'intégrer la justice intersectionnelle dans votre travail après cette présentation. Donc voilà, ça c'est mes objectifs. Donc je vais commencer par me présenter. Tout le monde m'appelle JB. Je suis noir, queer, migrant. Euh, je suis un colon noir sur les territoires Omswamish. J'ai grandi au Nigeria avec des parents qui venaient des tribus Yoruba. Je suis privilégiée de travailler ici sur ces territoires et je voudrais euh, profiter de cette opportunité par reconnaître avec respect le privilège que j'ai d'apprendre, de vivre et de jouer sur les territoires traditionnels non cédés des peuples Musqueam, Squamish, et de pouvoir parler de pouvoir parler de ce que je fais et de pouvoir amener un message. Dans des espaces professionnels comme celui-ci, souvent on parle de nos succès, on parle de nos diplômes. Mais quand un peuple autochtone, une personne autochtone vous demande qui vous êtes, il vous demande quelle est votre relation au territoire et quelle est la relation au colonialisme. Euh, Ça fait une vingtaine d'années que je suis au Canada. Je n'avais qu'une
qu'une image très floue du Canada. Je ne connaissais pas l'histoire des peuples autochtones et les impacts de la colonisation, mais j'ai grandi dans un pays qui a été colonisé aussi. Mais je n'avais pas vu cette idée de construction d'une nation sur un territoire colonisé en ignorant totalement les peuples qui y vivaient. Au début, je me suis vue comme un étudiant international, comme un migrant nigérian, mais finalement, c'est mon identité en tant qu'homme noir dans ce contexte qui s'est affirmée. Et ça m'a permis de comprendre comment il n'y a pas de libération noire sans libération autochtone sur ce territoire. Et c'est une vérité que j'essaie de mettre au centre de mon travail de plaidoyer et mon militantisme. Et je vous invite donc à faire l'analyse de votre relation avec le colonialisme. Et je pense que ça peut nous permettre de faire un vrai processus de vérité et de commission de la vérité qui soit basé sur les territoires. Et c'est important de voir le lien entre la recherche, les projets de santé et cette dynamique coloniale. Si vous n'avez jamais entendu parler du In Plain Sight, le rapport qui a été publié, je pense que c'est un très bon rapport qui peut nous aider à commencer à comprendre le racisme et la discrimination contre les peuples autochtones et des soins de santé. Donc, je suis un migrant noir queer. Donc, souvent, on ne voit pas que je suis un immigrant parce que j'ai un accent en anglais qui n'est pas identifiable comme nigérian. Mais la nouvelle cape de mon identité, c'est également que je suis un médecin, en plus d'un homme cis, anglophone, valide, neurotypique. Être médecin, c'est quelque chose de différent. Le travail de Dr. Stephanie Nixon, elle appelle ça la monnaie du privilège et de l'oppression et des systèmes d'inégalité. Donc cette pièce de monnaie fait l'argument qu'il y a un système d'inégalité qui permet de distribuer des privilèges et des oppressions à d'autres. Et elle met l'emphase sur le fait que si on ne regarde que les oppressions et qu'on ne regarde pas les privilèges, eh bien on ne pourra pas y mettre fin. Donc je vais essayer de vous partager certaines de mes expériences dans mes études de médecine au Canada et de voir les résultats que la recherche en santé a eu sur ces inégalités et maintenir ces systèmes d'inégalité. Je voulais d'abord partager cette photo avec vous qui est magnifique. C'était le début, ça c'était l'école de médecine. Euh, Regardez tout le monde ici. Au début, ça a l'air d'un groupe divers d'étudiants, mais quand moi je le regarde, je vois que je suis le seul étudiant noir de cette classe sur 288 personnes. Ce qui m'amène à ma première leçon. La diversité n'est pas l'équité. Parfois, je me sentais comme ça, littéralement un imposteur. Mais la majorité du temps, je me suis sentie comme ça, tout petit, en dehors de mon univers. Plusieurs personnes qui sont ici, en fait, m'ont écrit des lettres de référence pour pouvoir rentrer en école de médecine. D'ailleurs, je vous en remercie. Mais ça m'a vraiment aidé à faire, dans mon processus d'admission j'ai été admis grâce aux lettres de plusieurs personnes qui sont ici. Alors vraiment, je vous en remercie. Donc, je voudrais vous parler maintenant de cette expérience en tant qu'étudiant noir. Et c'était une des écoles les plus grandes de médecine au Canada. On était nombreux et j'étais le seul. Donc évidemment, j'avais le syndrome de l'imposteur. Évidemment, je pense que plusieurs d'entre vous le comprennent. La question de l'isolation, la question de la pression, mais de la pression d'avoir du succès et de réussir, non pas pour moi, mais pour l'ensemble des personnes noires et des étudiants noirs. Cette sensation d'hypervisibilité, c'est-à-dire que chaque mauvais pas euh, représente l'ensemble du groupe. Et paradoxalement, que
qu'on se sent invisible. J'ai vécu des micro-agressions, de l'invisibilisation qui m'a mis dans un mode d'hypervigilance et d'hyperanxiété. J'ai eu mes premières attaques de panique à cette époque. La, la première chose qu'on m'a dit quand j'ai eu des problèmes, c'est «Et pourquoi est-ce que tu renonces pas?» C'est ce qu'on m'a dit au sein de la faculté. Donc, les premières années, je me sentais comme une minorité qui est stressée, qui se sent coupable. Évidemment, je mettais tellement d'énergie là-dessus que je n'arrivais pas à étudier bien. Et si je travaillais seulement sur les enjeux académiques, je me sentais coupable. Donc ça fait partie des défis auxquels on fait face. Et c'est pour ça que j'avais cette question, pourquoi? J'étais le seul étudiant noir. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait aucune organisation au Canada pour soutenir les étudiants et étudiantes noirs? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de personnes noires en éducation? Ok, d'accord, le racisme, oui, bon, d'accord, c'est une réponse, mais j'avais besoin de beaucoup mieux comprendre. Donc, j'ai réussi à canaliser ma frustration pour l'investir dans un projet de recherche. Il faut retourner à l'évolution du concept de race lui-même. Mais j'ai trouvé des éléments historiques sur le concept de race même tel qu'on le comprend aujourd'hui que je pense qu'ils sont importants. La race est en fait, contrairement à ce qu'on pense souvent, une conception récente. Ces catégories raciales n'étaient pas nécessairement si claires. Ou par exemple, parfois on ignore qu'elles sont connectées à la question de la géographie, à la question du climat. L'esclavage, par exemple, n'était pas un enjeu de race. C'était juste vous travaillez et nous ne travaillons pas. C'est là un moment où il y a commencé à y avoir, au moment du Moyen Âge, une connexion avec les aspects religieux. Le pape Nicolas V autorise la traite des esclaves au Portugal euh, à ce moment-là parce qu'on considérait que c'était des païens inférieurs. Et la première fois qu'on a utilisé le concept de la race aux humains, euh, c'est euh, c'est à un moment de l'histoire à laquelle on commence à identifier les humains, comme les Mongoliens, les Éthiopiens, les Américains. Ça, c'était la catégorie avant, c'était très simpliste. Et sa typologie raciale a ouvert la porte à tellement d'interprétations complètement bizarres, comme le racisme entre les espèces et la base scientifique, ensuite pour l'oppression et pour l'esclavage. Au XIXe siècle, Darwin a écrit La descendance de l'homme. Il était monogéniste. Il avait cette idée qui, qui parlait donc de l'adaptation à différents climats et prendre et faire le lien avec les origines ethniques des gens. C'est comme ça que le darwinisme social est né. Et ensuite l'eugénisme. En fait, le créateur de l'eugénisme, c'est Francis Galton, qui est le cousin de Darwin. C'était aussi un scientifique. Au Canada, ces idées d'eugénisme ont eu un impact, notamment sur les lois en faveur de la stérilisation en Colombie-Britannique, qui a, qui n'a été abolie qu'en 73. C'est des politiques qui ont été appliquées contre les peuples autochtones, contre les communautés marginalisées, les personnes vivant avec handicap, et qui cherchaient à identifier les gens qui étaient adaptés socialement ou non, afin de les stériliser ou non. Alors, la deuxième leçon, c'est que la race est une création des scientifiques et des médecins, qui a été créée et utilisée comme une construction sociale pour classer la valeur des humains en fonction de la couleur de leur peau. Ça, c'est crucial pour tous les scientifiques qui sont ici présents. Donc, il faut vraiment faire très attention à comment on utilise les données basées sur des données ethniques ou raciales, parce que ça peut être très, très dangereux. Pour revenir à mon éducation, l'origine de l'enseignement médical a commencé, comme on le sait, euh, en 1824, les premières écoles qui c'était pas encore une éducation, c'était plus une question d'apprentissage, non? Comme des compagnons.
Donc il a écrit ce rapport, le rapport Flexner en 1910, qui est vu comme le début de l'éducation. Ça a été financé par ça a été, c'est soutenu par les Rockefeller, la Fondation Rockefeller aujourd'hui, qui parle partout à travers le Canada de ce genre de rapport. Ce rapport a été utilisé pour appuyer les bonnes écoles. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans ce rapport, il y a une section qui parle de l'éducation des négros et qui dit il ne faudrait pas enseigner la médecine aux personnes noires, mais plutôt l'hygiène, puisque leur problème, c'est qu'ils ne sont pas hygiéniques. C'est ce qui était écrit dans ce rapport. Ce ce rapport euh, est encore applaudi par les facultés de médecine au Canada. Qu'est-ce qui s'est passé après? Cet homme a proposé de faire fermer des écoles où il y avait des étudiants noirs en médecine et en santé en général. Et elles ont fermé parce qu'il considérait, si ces écoles n'avaient pas été fermées à l'époque, on parlerait de 30 000 médecins noirs de plus aujourd'hui. Les, les politiques d'exclusion étaient très claires. Il y avait une interdiction à l'Université Queen en 1910 pour les Noirs d'étudier. Ce n'est pas quelque chose qui a été forcé, mais entre 1918 et 1980, on ne parle que de deux étudiants noirs euh, qui ont, qui ont pu avoir un diplôme. Donc c'est pour ça que c'est très difficile. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait absolument travailler à constituer une association des étudiants noirs de médecine au Canada, ce qui est arrivé en 2020. En 2020, notre mandat, c'était d'élaborer des recommandations à tous les systèmes d'admission, sur les programmes d'études, sur la reddition de comptes, à toutes les facultés de médecine du Canada. On parle On parle en ce moment d'une augmentation de 350% depuis cette date du nombre d'écoles qui ont des programmes euh, qui incitent l'inscription, qui soutiennent l'inscription de personnes noires. Mais malgré ces succès, il y a encore des cadres d'enseignement racistes au sein euh, de, au sein de la médecine. C'est-à-dire qu'on continue d'enseigner aux étudiants et aux étudiantes des perspectives qui sont racistes. Par exemple, les enseignements critiques est basé sur des cas où ce que le blanc est la couleur de peau par défaut. Vous le savez. Euh, la, la- la question des poids moyens, par exemple, des hommes blancs. Dans les derniers 4 ans, quand on inclut des personnes de couleur, en général, on utilise des stéréotypes, un manque, euh, un manque de nuances. Généralement, on utilise la race comme déterminant social et non pas le racisme, par exemple, alors que pour l'instant, ce qu'on sait en termes de génétique, c'est que la diversité au sein des groupes ethniques est beaucoup plus grande. Et en général, il y a un manque de compréhension. Il y a un manque de compréhension et d'analyse critique possible sur la race et le racisme, ce qui amène à créer de plus en plus de dommages. Je vais vous donner un exemple. Pour les gens qui ne connaissent pas le cas, les leçons de science, donc l'activité rénale est évaluée en fonction de l'efficacité avec laquelle les reins filtrent les déchets contenus dans le sang, et c'est très important pour savoir la santé d'une personne. Et donc, en général, on utilise le poids d'une personne pour identifier ses fonctions. Donc, la créatine est produite à la base protéinique dégradée, produite en matière endogène, et on les trouve dans les muscles, donc ça nous donne une formule nutritionnelle, donc ce qu'on appelle le DFGE, donc le débit de filtration glomérulaire estimé, fondé sur des formules qui utilisent des taux de créatine dans le sang, créatinienne. Donc plus le chiffre est bas, plus vos reins sont en mauvais état. Donc imaginez que vous êtes un médecin et vous avez ces trois patients. Lequel est-ce que vous allez traiter de façon le plus urgente? Si c'est le chiffre le plus bas, voilà, exactement, exactement, le numéro 3, évidemment.
parce que le numéro 3 a un problème de rein, c'est évident. Parce qu'il a un taux de filtration moins élevé. Mais qu'est-ce qui se passe si je vous dis que ces personnes ont en fait le même taux de créatine? La différence entre patient 1, qui a un problème grave, et le patient 2 a un problème également très grave, et le patient 3 est un homme noir. C'est parce que c'est une équation qui a été révisée en 2006 afin d'inclure la question la question de la race comme un déterminant. Les, concentra- les chercheurs ont fait une catégorie en disant les gens blancs ou les gens noirs. Donc en fait, ce n'est pas une correction ethnique, c'est une correction noire. Cette classification simplifiée, c'est une erreur. C'est une erreur qui se base sur l'idée que la race est un déterminant biologique. Et il a été dit que l'ethnicité, c'est le le document dit que la race peut être identifiée en regardant la couleur de la peau probablement. Donc depuis les dernières années, il y a depuis Floyd, depuis toutes ces luttes, euh, on a maintenant dit que l'ethnicité était quelque chose qui devait être auto-identifié. Il y a il y a par exemple une idée fausse que les personnes noires ont plus de muscles. C'est pour ça qu'on aurait un taux de créatine différente. Mais c'est incroyable qu'aucune étude ne soit préoccupée par ce type de considération, par ce type de classification et de formule qui ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on fait si une personne était moitié noire, moitié blanche? Comment est-ce qu'on utilise ça? Non, ça ne leur posait pas de problème. Et c'est pour ça que c'est devenu une pratique standard qui a été republiée. Mais il y a des choses très tristes. Les personnes noires ont des problèmes de reins 2 fois plus que d'autres, entre autres pour les déterminants sociaux de la santé. Mais donc il y a, par exemple, les hommes noirs qui représentent 35% de la population, qui représentent sont 35% des personnes sous dialyse aux États-Unis. Et les personnes noires ont moins de chances de recevoir une greffe de rein que les autres en se basant sur les algorithmes basés sur l'équation MDRD. Il y a moins d'accès, notamment euh, au système de santé aux États-Unis. 300 000 orientations de moins en néphrologie notamment et 31 000 greffes en moins. C'est la conséquence de cette équation qui est biaisée. On parle de vie et de mort ici. En général, on parle de souffrance aggravée et de mort qui est possible. C'est notre troisième leçon. L'inclusion n'est pas de l'équité. L'inclusion, quand ça ne se fait pas bien, ça peut renforcer les biais que nous avons. Je ne pense pas que ces recherches cherchaient à inclure les personnes noires pour des questions d'équité. Elles voulaient perpétuer des inégalités, des inéquités qui existent. Regardez comment l'inclusion peut amener à des pratiques dommageables. Je vais vous donner d'autres exemples. Donc, notamment la Fondation nationale sur les maladies du rein a donc décidé en néphrologie de publier une nouvelle manière de diagnostiquer les maladies rénales avec une version euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouverte qui n'incluait pas la race. Mais l'équation MDRD et la nouvelle équation, ce sont les mêmes scientifiques qui ont signé cette étude. Alors, l'é- l'é- l'équation de 2009 incluait les questions de race, mais en 2021, elle a été retirée de nouveau.
ici au Canada, les choses n'ont pas changé très rapidement. Vous pouvez voir que je pense qu'il faut nous préoccuper par euh, de cette situation, notamment sur le fait qu'on produit en ce moment des données automatisées par intelligence artificielle. Et donc, si on utilise ces algorithmes qui sont donc biaisés par le racisme, eh bien, ça se base sur les données historiques. Et donc, si ces données historiques incluent cette perspective raciste, eh bien, elle va être reproduite. Et donc, l'intelligence artificielle, au lieu de nous aider à aller au-delà et à dépasser les problèmes de racisme, pourrait nous enfermer éternellement là-dedans. Et il y a tellement d'autres exemples de ce type euh, de correction raciale dans les algorithmes cliniques, qu'on parle de cardiologie, qu'on parle d'autres choses. Je vous recommande vraiment cet article sur le sujet. Et ça fait vraiment un très bon résumé des enjeux. Et ça n'inclut pas seulement les personnes noires, hein. Ça implique tout le monde. Je vous recommande vraiment de le lire pour une vision moins scientifique. Je vous invite à lire le livre de Harriet Washington sur l'apartheid médical, qui parle de la sombre histoire des expériences médicales réalisées sur les personnes noires américaines à l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été fait sur nos corps au nom de la médecine, tant dans les Amériques que dans le monde. Vous allez peut-être être choqué par ce que vous allez apprendre. Il y a d'autres enjeux sur lesquels j'ai travaillé dans les dernières années. J'ai travaillé avec la coalition Canada-États-Unis pour mettre fin aux ajustements ratios dans les soins de santé, euh, qui nous, qui nous permet d'identifier ces enjeux systémiques sur cette question d'ajustement ou de correction raciale. Nous avons inclus un article sur la question de ces corrections raciales que nous avons écrit ensemble avec mes collègues. J'espère que je vous ai impressionné suffisamment pour réussir à voir comment ceci est important dans notre travail. Est-ce qu'on analyse suffisamment à profondeur les risques d'influence raciste sur les données que nous utilisons? C'est une, c'est une réponse importante. Nous devons nous devons nous assurer de ne pas seulement représenter la diversité de la population, mais les personnes noires en particulier, autochtones, queer, faire face et naviguer le système médical, c'est très difficile. Il y a un état des choses qui nous a été imposé. Et les mesures de précaution n'incluent pas seulement les questions de santé, mais d'autres aspects de notre vie qui représentent des dangers. Alors, avec les résultats des élections aux États-Unis, aux Colombie-Britannique, l'anxiété dans les cercles progressifs était difficile. Mais moi, je savais déjà, je n'étais pas étonnée par les résultats. Je savais que le racisme, l'homophobie, la transphobie, c'est des fondations même de l'Amérique du Nord. Et quand il y a cette campagne pour travailler sur la suprématie blanche, c'est toujours les corps des personnes noires, trans, autochtones qui vont toujours être un peu blâmés par ces institutions ou recevoir le pire punition. Et qu'est-ce qui se va passer au Canada? On a des possibilités dans les prochaines élections avec un gouvernement conservateur. Pour certaines personnes ici dans la salle, ça peut apporter une crainte qu'on pense qu'on va perdre des ressources sur lesquelles ils ont des parties intègres dans nos vies. D'autres personnes, ça va encore empirer les accès limites qu'ils ont déjà. Pour beaucoup d'entre nous, il y avait la notion d'être queer. Et c'était pas juste marginalisé, c'était criminalisé. Et pour nous, ce sentiment ou notion d'hypervigilance est tellement partagé. Alors, en Niger, les identités homosexuels ou queer sont criminalisés. Ça peut même mener à les peines de mort. Et ça, c'est un type de culture qui peut justifier la violence en gang, euh, être prisonnier, perte d'emploi, juste les mêmes qui sont aperçus comme queer.
Alors ça, c'est souvent la raison principale pourquoi je ne retourne pas visiter mon pays. Alors, pour nous, en Niger, ça, c'est un peu cette hyper-vigilance. C'est tellement important parce que notre famille, les voisins, même nos partenaires peuvent être des potentiels agresseurs. Il y a cette violence légitime. Et ce discours haineux, à son propre nom, ça s'appelle Kito. Souvent, les soins de santé sont hors d'accès pour les personnes nigériennes. Alors, on a ce plan financé par USA, d'autres choses qui supposément priorisent les personnes queer, hommes, les travailleurs du sexe, etc. Mais les lois qui existent, tu peux pas même avoir accès à ces ressources de manière sécuritaire. Alors, ils cherchent des affaires sur le marché noir ou ont même pas accès aux soins de santé, point. Alors aussi, ce genre de vigilance, c'est familiarisé pour les personnes racisées, noires et autochtones, queer, connaît très bien. Alors si c'est restrictions d'immigration ou les coupures dans l'initiative JEDI ou inclusion diversité. C'est, on parle d'exclusion. Qui peut participer en société? Qui a accès aux soins de santé? Qui peut participer dans la société de manière sécuritaire? Un exemple qui démontre la vigilance nécessaire. On parle de Cameron Jones, son analogie sur la santé. Elle donne une manière de bien regarder et comment certains membres de notre propre communauté sont plus proches aux, aux falaises que d'autres. Et je pense qu'on va partager un petit vidéo. Euh, Et je pense qu'on peut juste retourner au diapo. Et le travail qu'on a besoin de faire, c'est euh, qu'on va juste essayer d'assurer que le monde ne peut pas tomber en bas de la falaise. Alors imagine qu'on va faire la prévention pour la VIH. Euh, euh, il y a eu une augmentation de la diagnose de VIH dans la zone de Fraser comparé à Vancouver. Alors, grâce à beaucoup de personnes dans la salle, il faut applaudir parce que c'est grâce à vous qu'il y a ce programme et le suivi. Par contre, c'est toujours pas suffisamment accessible pour beaucoup de personnes ou un secteur de la population. Alors, ça vous démontre autour de 21% qui est accès à PrEP vit dans une zone de Fraser. Mais c'est juste une partie plus large qui est vit réellement. Alors, le monde va pour rechercher la prescription pour PrEP et aller chercher leur PrEP. Si vous n'habitez pas dans la zone, c'est le transport, si vous n'avez pas d'auto, c'est impossible. Alors, qui est dans cette zone de Fraser? C'est beaucoup de personnes racisées, immigrants. Et même si il y a la distribution du PrEP ou l'accès au PrEP, il y a ces personnes migrantes et racisées qui vont tomber dans les falaises. Et parce qu'il n'y a pas accès au transport, le système de prévention, traitement de VIH, c'est où on regarde dans Saskatchewan et Manitoba, il y a les taux hauts de VIH et surtout ça impacte les personnes autochtones. En 2015, ça, c'est un article qui a démontré les taux de VIH sur les réserves comparés à des différentes nations d'Afrique. Et jaillit la comparaison. Mais je le montre pour juste souligner un point. Il n'y a pas juste un seul épidémie de VIH au pays. Ça dépend des approches et ça peut influencer les changements. Alors, c'est notre question clé ici. Comment se faire une place et la maintenir sans laisser personne tomber? Alors, on ne peut pas juste préserver qu'est-ce que nous avons en ce moment. On a besoin de s'étendre, étirer, renforcer cette clôture. Surtout quand on voit ces mouvements politiques ou les partis en pouvoir qui poussent les personnes vers la
place. On a besoin de défendre les droits existants et acquis, mais on a besoin de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer sur la question d'équité. Et on a ce concept d'intersectionnalité qui nous donne un cadre pour voir comment on peut vivre nos différentes identités qui vont former comment on passe à travers le monde. Et cette cadre peut être impliqué avec notre vie militante et de plaidoyer. Alors, une vision collective. On a besoin de centrer les voix des personnes queer, trans, noires, personnes autochtones. Surtout les personnes qui ont cette expérience, cette résilience et hypervigilance. Alors, hypervigilance, on va rester critique des structures qui nous entourent et mieux reconnaître comment ces structures sont construites pour exclure les personnes des postes décisionnels ou les lieux décisionnels. Ils vont exclure les personnes qui sont pas autour de la table. Et c'est mieux de reconnaître que le pouvoir et le privilège sont vraiment importants et leur poids dans les études et différentes recherches créer les problèmes. Alors, c'est cette idée de on pose toujours la question pourquoi et on n'est jamais satisfait par les réponses de base. Il faut vraiment porter défi aux ces narrations, ces histoires qui sont vraiment simplistiques. On a besoin de poser les questions. Qui prend ces décisions? Qui décide de raconter ces histoires? Et on peut aller plus loin. On a besoin de tirer sur les filets. Et on a tout cette tapis qui va se défaire et voir les liens de privilège. Et on prend ces filets du tapis et on donne ça à des personnes marginalisées qui n'ont jamais eu la chance de construire cette tapis tricoté et que les personnes qui prennent les décisions, les politiciens, vont être obligés à arrêter de nous ignorer. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait au Canada. Et ça a pu apporter des changements. Alors, c'est défense de droits intersectionnels et la plaidoyer, c'est plus que juste souligner les différences. Et les personnes qui ont donné les données, on pose la question de réfléchir comment notre propre identité vont former nos rôles comme défendeurs et défenseuses. Et on va toujours cette idée de questionner l'inégalité. C'est pas juste un problème de eux autres. Des fois, c'est nous qui facilitent ces enjeux. Et dans mes moments de recherche, j'ai pas vu assez de auto-réflexion. On essaie toujours d'expliquer les inéquités au lieu de peut-être juste écouter. Et avant aujourd'hui, j'ai posé la question à mon partenaire qui a des intersections non binaires et migrantes comme son identité. J'ai une sélection de ces citations ici. Et en gros, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de bien nous comprendre. Mais comprenez bien que nous ne vous faisons pas confiance, mais laissez-nous rentrer dans vos lieux. Cette hypervigilance, c'est une manière de se garder en sécurité. Alors, si on veut toujours juste mettre l'accent sur un élément tragique, sur une réussite d'une personne, comme Jane m'a enseigné ce matin, elle faisait la recherche toute sa vie sur son expérience vécue. Alors, comment est-ce qu'on va de vigilance jusqu'au plaidoyer aujourd'hui? Je veux rassembler tous les éléments que j'ai discutés. J'ai quand même dit beaucoup. Et ça, c'est Rinaldo Walcott. Il a écrit un essai, The End of Diversity. Alors, la diversité n'est pas un spectacle si on n'est pas intéressé aux autres. Oh, désolé, la citation, c'est différent que l'un sur le diapo. Alors, si vous êtes prêt, il faut vraiment réfléchir si vous êtes prêt de détruire les fondations dans lesquelles vous vivez, dans lesquelles vous profitez un peu, et si vous n'êtes pas prêt à défaire ces fondations de nos institutions, peut-être c'est pas votre place. Alors, ce que je voulais bien clarifier, c'est la réflexion sur ce point. Moi, mon privilège peut changer. Il y a certains éléments qui vont m'opprimer quelque part, vont me donner des privilèges ailleurs. Je suis un immigrant, mais j'ai pas une expérience de quelqu'un qui ont l'expérience que tout l'historique des personnes qui ont vécu les atrocités de l'esclavage et tout des enjeux intergénérationnels, c'est pas la même. Alors,
On peut pas avoir une formation ou un changement qui sont centralistes. Des éléments clés. Alors, on parle de chercheur, chercheuse, connais toi-même. Peut-être c'est cliché ou on sait déjà, mais non, il faut vraiment faire. Et puis poser cette question, est-ce qu'on est vraiment sur la falaise ou est-ce que je suis tellement juste centré sur ma propre clôture que je regarde pas autour de moi pour voir qui est en train de se faire pousser plus proche aux falaises. Et les données désagrégées à l'intérieur même des communautés marginalisées, même si c'est pas assez démontrant au niveau pour les statistiques, ça peut nous dépiter une meilleure version de la réalité. Adopte une approche anti-essentialiste. Reconnaît la blanchité et remettez ça en question. Alors, la blanchité qui a l'air de moi, ça veut pas juste dire que on peut pas avoir les liens juste parce que c'est une personne racisée. On a besoin de nuancer et reconnaître ces enjeux de blanchité. Et personne dans les situations comme moi, je suis peut-être plus privilégiée. Alors, juste parce que la personne, alors blanc, non, ça ne veut pas dire qu'ils ont accès aux mêmes privilèges ou n'ont pas eu accès aux privilèges. Il faut sortir dehors de vos zones urbaines, de vos protections, voir c'est quoi les besoins. On a besoin aussi de célébrer la résilience et les solutions communautaires, pas juste les problèmes. Souvent, on met trop d'accent sur les problèmes et des fois, c'est comme un film pornographique sur la tragédie. Et on a besoin de adapter nos systèmes, utiliser l'innovation pour des expériences des personnes qui ont déjà vécu ces inégalités et arrêter la journée de souvenir des personnes trans. Et il y a trop de personnes qui ont perdu leur vie parce qu'on vit dans un milieu non sécuritaire et c'est en train d'empirer. Les personnes trans peuvent perdre leur vie à n'importe quel moment. Et maintenant, c'est le moment d'activement chercher les personnes trans et non-binaires dans les places de leadership, leur impliquer plus. C'est pas juste leur inclure, mais leur donner les éléments. Oh non, moi je juste connais ça. Il faut comprendre que c'est votre privilège qui vous laisse mieux comprendre ou connaître certaines affaires. Non, il faut les engager comme assistantes, leur faire avancer jusqu'aux investigateurs et puis les investigateurs ou chercheurs directeurs. Parce que la majorité dans les personnes dans plus en haut sur l'échelle des chercheurs sont les hommes blancs cis. Puis c'est de réfléchir, c'est quoi de juste finalement, je veux terminer, fait preuve d'initiative, flexibilité et d'ouvert au changement. On n'a pas créé ces systèmes. Moi, toi, non, mais on a pu bénéficier de ces systèmes. Alors, il faut trouver une manière d'améliorer. C'est quoi le modèle scientifique qu'on peut le faire? Alors, pour terminer, on veut réfléchir, c'est quoi le poids de nos responsabilités? C'est pas juste protéger ce que nous avons pu gagner. On a besoin d'engager avec le système autour de nous et voir les différents obstacles que d'autres personnes font face. Et ça, c'est un de mes personnes clés inspirants, James Baldwin. Il a dit que l'ignorance alliée au pouvoir est l'ennemi le plus féroce que la justice puisse avoir. Si vous ne savez pas ça avant, j'espère que vous le savez maintenant. Merci. Merci, merci. Je suis là, content de répondre à vos questions. On a autour de 10 minutes pour c'est des questions. Je pense qu'on a quelques micros. Il y a un dans la fond du salle. Il faut juste lever vos mains. Vous avez mentionné l'intelligence artificielle qui a plus d'influence sur le milieu de santé, comment les soins de santé sont modernisés.
Alors, comment est-ce qu'on travaille sur la prévention ou dans vos expériences, c'est quoi les étapes à prendre pour essayer de prévenir que les données racialisées ne deviennent pas un norme, ne deviennent pas nos données ou des pratiques populaires? Oui, oui, ça c'est une question pas facile parce qu'il y a tellement d'argent qui essaient derrière ça, qui poussent pour IA. Et moi, je suis juste pas trop tellement dans le passé. Je pense que des fois, IA peut être intéressant, mais souvent les personnes qui poussent pour ça ne comprennent pas bien les données. Les personnes qui travaillent avec l'intelligence artificielle ne comprennent pas. Et si l'ordinateur fait ses affaires derrière l'écran, il tire ses points de données, mais il ne comprend pas exactement comment ça marche. Alors, qu'est-ce que nous faisons à notre coalition? On essaie de faire juste la formation, éducation populaire. Chaque moment que nous l'avons, on essaie, chaque fois que je suis devant un certain public, je vais soulever ce point. Hum, pour beaucoup d'entre vous, il faut mieux comprendre les différentes zones. Hum, on oublie que j'ai parlé à tellement de personnes qui ne comprennent pas à quel point ces éléments sont importants et que ça existe, que les personnes décédées dans vos mains, le monde ne réalisait pas. Alors, c'est pas juste de sonner l'alarme. Mais c'est de creuser et de voir c'est qui le scientiste qui a travaillé là-dessus. On l'envoie un courriel, on a besoin d'en parler. Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait comme coalition. Et dans les changements qu'on a vus dans le Canadian Nephrology Society, c'est parce que nous avons pu les asseoir et jaser et dire ça, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et puis, après, s'ils ne nous écoutent pas, on peut les poursuivre juridiquement. On a un main soulevée derrière nous. Allô, merci beaucoup. J'avais une question. Euh, on parlait, quand on parle dans les institutions des universités de médecine, c'est quoi nos demandes ou revendications? Souvent à Vancouver, on entend à l'Université Colombie-Britannique, il y avait une recherche ça fait un moment que c'était fait, c'est sur les enjeux, le dette qui existe dans le soin de santé pour affirmation de genre et un manque pour les personnes queer qui sont les étudiants et étudiantes en médecine. Mais on a vu l'école de médecine s'est penchée, changée. Quand je parle aux étudiants et étudiantes dans ce secteur, ils sont vraiment tout seuls parce qu'il y a quelques personnes trans, mais il y a tellement peur. Et je voulais poser la question, c'était quoi, comment vous avez comme conçu la pression communautaire pour faire créer ces changements et d'être capable d'impliquer ces différentes personnes dans votre réseau. Merci d'avoir posé cette question, c'est vraiment important. Et si je pourrais vous faire ressentir un peu mieux qu'il y a quelques changements qui se passent dans mon propre vécu, j'ai vu deux présentations comme une personne résidente qui ont parlé pour les soins d'affirmation de genre et c'est les cours obligatoires. Et ça, c'est vraiment juste le programme de médecine à Saint-Paul's. Je ne sais pas c'est comment dans d'autres lieux, mais il y a du changement qui se passe. C'est trop lent, mais ça bouge. Ce qui a fonctionné pour nous, c'était beaucoup de pression, pas juste à l'interne, mais de l'externe aussi. Avant que vous pouvez mettre cette pression, vous avez besoin de faire ce travail. C'est vraiment juste aller faire le tour des sites web, clic, 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 et tu prends leur contact et tu mets ça dans un document Excel. Et quand on a commencé avec notre travail, puis il y a eu l'assassination de George Floyd. George Floyd, tout le temps, après ça, le monde voulait parler avec les étudiants. Non, comment ça, vous avez pas remarqué qu'on était là avant George Floyd? Et à cause de cette violence, au moins, j'ai commencé le travail de recherche avant que George Floyd et cette crise est arrivée. Et j'ai pu prendre ma recherche et commencer à construire ces recommandations. Et un de mes partenaires, qui est juste là à côté de moi,
Et j'avais juste cette grosse charte avec tous les noms des vice-présidents, des présidents d'université, tout le monde dans l'éducation, dans la médecine, ou les enjeux équité, diversité, inclusion. C'était qui les représentants noirs à l'école en particulier. Et j'ai juste passé toute une nuit en train d'écrire des courriels personnalisés, mais en groupe. Si une personne ne le voyait pas, une autre personne allait le voir. Et on a envoyé des messages à 17 écoles de médecine. 10 ont répondu en disant que, oh, on savait pas à quel point cet enjeu était bon, sévère ou un grand enjeu. Et puis, alors, on fait pression interne, ouvrir la discussion, et puis on mettait la pression à l'externe. Et puis, on a dit, il y avait juste 10 écoles sur 17 qui ont répondu, il faut nommer ces universités. Et puis, parce que maintenant, Université de Colombie-Britannique a des plaidoyers pour les étudiants et étudiantes noirs. Et c'est vraiment grâce à ça, dans les dernières 2 ans, qu'on a réussi de l'avoir. Merci beaucoup. On a créé un document quand on regarde PrEP et pour les lignes directrices pour les personnes, pour les hommes noirs et des différentes disparités. Quand on parle de concept de PrEP pour les individus noirs et l'âge, 50 ans, parce que maintenant, il y a des nouvelles lignes directrices comparées les vieux et il ne prend pas en considération l'âge. Et alors, est-ce que vous avez les lignes directrices à l'intérieur du Canada qu'on devrait réfléchir PrEP de la communauté noire? Alors, c'est en dessous l'âge. Il faut un scan de densité d'os et pour la fonction de vos reins. Alors, au Canada, est-ce que c'est une question qu'on devrait poser avant de commencer une prescription de PrEP? Alors, un défi au Canada, historiquement, Canada a les données vraiment pas bien basées sur les populations racisées. Des fois, ça peut être quelque chose qui nous protège. Par contre, d'une autre manière, on comprend pas bien qu'est-ce qui se passe en réalité. Et puis de voir comment c'est appliqué, c'est pas consistant à travers le pays. Il y a certains laboratoires qui vont peut-être parler de ça, le DFGE, et puis à côté, ça veut dire multiplier par un point de nanana si la personne est noire, et puis ils vont faire. Et ça, c'est comment le fonctionnement de terrain. Alors, il n'y a pas une manière consistante dans ces pratiques. Alors, on travaille là-dessus en ce moment. Dans d'autres villes, il y a différentes lignes directrices. On vous encourage aller vers un autre laboratoire qui va pas parler de race, euh, pas parler des différents enjeux. Alors, il y a un autre produit dans le corps, mais que c'est pas disponible au Canada. Mais c'est mentionné dans l'étude comme une direction possible d'aller de l'avant. Je ne sais pas si on a besoin d'une ligne directrice pour les personnes au-dessus de 50 ans, qu'on parle de densité des os, etc. Parce que nous, on ne peut pas continuer à faire ces corrections pour la race. On a besoin de faire les changements. Malheureusement, qu'est-ce qui existe en ce moment? Quand vous faites le lab, vous appelez au laboratoire et pose la question, est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Et je peux pas vous dire parce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui vont pas partager ces éléments. Alors, c'est vraiment important d'aller de l'avant et poser ces questions. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai vraiment apprécié le tout. Je questionnais un peu en parlant de votre recherche. On parle des éléments sociaux qui ont des grands impacts. On parle de la pauvreté. On a un système de santé qui tire les bénéfices de la pauvreté. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à cet enjeu? Comment est-ce qu'on peut encourager les personnes à regarder la pauvreté comme un indicateur de santé, un effet sur la santé? Je pense que c'est bon, mais malheureusement, je ne sais pas. Je pense qu'on devrait parler plus.
davantage après, mais j'ai pas une réponse claire. Alors, oh mon Dieu, on a une petite pause tout de suite. Alors, je voulais juste annoncer la pause. Alors, vous avez l'opportunité de suivre vos dialogues et discussions et je veux juste, on applaudit. Merci.